Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dingue, consternante, folle, incroyable, pitoyable, du jamais vu. Et bien sûr, on va parler de cette campagne présidentielle, mieux encore d'une journée de campagne, celle d'hier, qui résume à elle seule ce que l'on vit depuis des semaines. Mais quelle journée! Elle a commencé par une trahison et s'est terminée par un complot. Vous êtes prêts? On pousse la porte d'un cabinet tout noir. Je vais mettre en cause le président de la République. Il y a un livre qui sort ces jours-ci, un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau, ce qui est une illégalité totale. Comment il est branché directement sur Bercy, sur Tracfin, sur des informations qui lui sont apportées en permanence. Comment il est au courant des moindres faits, des moindres filatures, y compris concernant son ancien Premier ministre Manuel Valls. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé le cabinet noir, en tout cas à travers ces allégations. Et moi ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État. Bonjour l'équipe. Bonjour. Et dans l'équipe, il y a Laurent Bazin, journaliste, éditorialiste, co-auteur du Bal des dézingueurs. Qu'est-ce que ça dézingue? Ça dézingue, hein. Et ça ressort aux éditions Poche. Anne-Claire Ruel, bonjour. Bonjour. Fondatrice du Board, enseignante en communication à Paris 13. Moustapha Tossa, bonjour. Bonjour. Journaliste, éditorialiste franco-marocain. Que ne pensent pas nos amis de l'autre côté de la Méditerranée de cette campagne? Et Arnaud Benedetti, bonjour. Professeur d'histoire de communication à la Sorbonne et auteur de La fin de la com aux éditions Poche. Je pense que vos enseignants regardent cette campagne avec, je ne sais pas, envie, vous nous le direz certainement. En tout cas, revenons quand même, puisque nous sommes dedans, sur ce cabinet tout noir. Oui, c'était la stratégie de François Fillon de vouloir absolument allumer un contre-feu pour cacher la plupart des scandales qui le touchent. Mais moi, j'ai vu cette émission de A jusqu'à Z et j'étais effaré par cette descente aux enfers. L'homme essayait de reprendre la main, mais plus il tentait de reprendre la main, plus il s'enfonçait dans le noir, en fait. Et moi, je crois que cette émission d'hier, c'est vraiment le point de non-retour. Maintenant, s'il y avait quelqu'un qui pensait que François Fillon pouvait ou pourrait être président de la République en mai prochain, hier, l'espoir a été définitivement enterré. Alors c'est intéressant parce que tout le monde pensait qu'il s'adressait à ses militants, à ses partisans, que c'était un bon coup et visiblement autour de cette table et pas que, on pense que c'était un mauvais coup. Je suis pas sûr. Alors, ce que je crois, c'est qu'en effet, il a franchi un cran supplémentaire dans la stratégie de tension qu'il a mis en place maintenant en termes de communication depuis quelque temps. On voit bien qu'il remet en cause l'autorité des journalistes, il remet en cause l'autorité judiciaire, et donc c'est chez lui une stratégie qui est aujourd'hui très explicite. Mais je pense que l'un des objectifs de cette émission aussi, c'était de remobiliser son électorat. Et il y a un certain nombre de séquences dans cette émission qui peuvent laisser penser qu'il a pu remobiliser dans son propre camp. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, notamment la fameuse séquence avec Christine Angot qui, à mon sens, lui est extrêmement favorable. Et je pense ne pas être le seul à le penser. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, la stratégie du cabinet noir. Le cabinet noir, c'est une formulation de communication. Le problème que rencontre François Fillon, c'est qu'il est en train d'essayer de mettre sur la table un certain nombre de sujets politiques qui sont réels, qu'on le veuille ou non. La banalisation de la violation, par exemple, du secret de l'instruction dans ce pays, c'est un vrai problème. Et c'est quelque chose... Depuis des années. Et c'est quelque chose qui n'est malheureusement pas audible politiquement. Et on touche, encore une fois, à l'un des grands mystères de la communication, c'est que vous pouvez avoir à un moment donné des arguments qui sont tout à fait fondés, et un certain nombre des arguments de François Fillon me paraissent fondés, et que le récepteur ne les entend pas. Parce que l'émetteur pose problème. Alors peut-être parce que l'émetteur pose problème. D'entendre justement Anne-Claire Ruel et Laurent Bazin, petite piqûre de rappel, version un tout petit peu plus courte. Je demande qu'il y ait une enquête ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État. Si ce qui est écrit dans ce livre est vrai, je pense que dans l'histoire récente de la Ve République, un chef d'État n'est jamais allé aussi loin dans l'illégalité, la prise de pouvoir sur des services sur lesquels il ne devrait pas avoir autorité. Laurent Bazin, et on écoutera la réaction de François Hollande. C'est l'histoire de la relation entre les politiques et les juges depuis que les juges se sont mêlés
des affaires politiques et ça a commencé avec l'affaire Urba-Graco dans les années 80. Les socialistes disaient exactement à l'époque ce que dit aujourd'hui François Fillon, et ils accusaient en l'occurrence Jacques Chirac d'avoir un cabinet noir qui instrumentalisait tout ça et qui le publiait. Voilà. Donc vous voyez, c'est une vieille histoire la politique et les cabinets noirs. Juste sur l'émetteur, si on a du mal à entendre ce que dit François Fillon là, c'est que ça n'est justement devenu qu'un argument de campagne. Mettons-nous dans une autre situation. François Fillon n'est pas mis en examen. Ces affaires n'ont pas parasité sa campagne, malmené sa campagne. Il est le candidat sorti de la primaire, c'est-à-dire le candidat de l'honnêteté et de la vérité, du courage de la vérité, slogan sur lequel il est revenu. Retirer un slogan comme ça, c'est puissant aussi. C'était il y a une semaine. Oui. Imaginez que ce soit ce candidat-là. Il vient à 4 semaines de l'élection. Il développe son programme pour convaincre les Français du bien fondé de son programme. Et par ailleurs, de sa posture qui est celle de l'honnêteté, de l'intégrité, c'est-à-dire ce qu'il a vendu pendant la campagne des primaires notamment, il assène qu'un livre qui va sortir raconte comment le président de la République actuelle... D'ailleurs, les auteurs contestent raconte plus ou ou moins évoque, quand même. on le saura quand on aura lu le livre nous-mêmes, évoque ces façons de procéder, qui encore une fois ne datent pas d'hier non plus, parce que je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy, par exemple, se soit pas fait remonter un certain nombre d'informations par Claude Guéant, qui était secrétaire général de l'Élysée. Je n'attaque personne, je décris un système auquel les journalistes ont accès par bribes, par moments, puisqu'ils sont les réceptionnaires de ces indiscrétions régulièrement de la part des politiques et notamment de ceux qui sont au pouvoir. Aussi, bon, voilà. Donc, Mitterrand. si François Fillon avait été cet émetteur neutre, si j'ose dire, et plus que neutre, avec une crédibilité, et avait porté ça, il aurait mis un coup terrible à François Hollande et il aurait mis un coup terrible à la gauche. Mais aujourd'hui, il ne peut pas porter ce message-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'en a plus le costume. Sans jeu de mots. Et du costume, on va en reparler. On va écouter, pour être totalement complet, la réaction, parce que là aussi c'est assez extraordinaire. François Fillon nous sort ça, c'était hier soir, et il devait être, allez, on va dire 22h. Et 10 minutes plus tard, il y a ça. Le président de la République condamne avec la plus grande fermeté les allégations mensongères de François Fillon ce soir sur France 2. Les propos de M. Fillon, qui s'ajoutent aux révélations des dernières semaines, n'ont donc aucun fondement et provoquent un trouble insupportable à la campagne présidentielle qui appelle dignité, sérénité et responsabilité. Quelle séquence, Anne-Claire ? Ah oui, c'était incroyable cette séquence. Enfin, j'ai trouvé toute l'émission complètement surréaliste. C'est-à-dire qu'on a un candidat qui finalement ne parle qu'à son camp, qui joue l'effet blast, c'est-à-dire que vous balancez une bombe et vous attendez la réaction en face. La réaction ne tarde pas à venir. Communiqué de l'Élysée dans un second temps qui dément. Puis contact d'un des journalistes au moins qui dément pour partie, enfin même entièrement en fait, les propos. L'interprétation de François Fillon. Alors c'est incroyable. Moi ça me fait penser à une phrase qu'on attribue à Charles Pasqua. C'est quand on a des emmerdes, il faut susciter une affaire dans l'affaire pour pouvoir faire un peu écran de fumée. Créer un nouveau front. Créer un nouveau front. Ou le ventilateur à purin, si je le dis poliment. Exactement. Et on parlait de... Vous le dites vraiment poliment par rapport à ce que disait Charles Pasqua. Et puis l'Élysée, ils ont raison de réagir en direct pendant l'émission parce que laisser entendre que même pendant une nuit qu'il peut y avoir cette possibilité de cabinet noir, c'était accréditer en quelque sorte et sur l'opinion, la possible existence de ce cabinet. Mais moi, l'opinion doute de la possibilité qu'il y ait sinon un cabinet noir, du moins ça que des informations remontent au président de la République. Et beaucoup à l'époque où Manuel Valls était ministre de l'Intérieur. Moi, pourquoi je dis que c'était un vrai naufrage communicationnel pour François Fillon au sens propre du terme et au sens total du terme. Même la séquence qui était censée le mettre en scène avec des secteurs de la société française, notamment les infirmières. Même cette séquence-là, elle était dévastatrice pour lui. Parce qu'on avait en face des citoyennes, des infirmières. On va en parler maintenant, ça va. Allez-y, développez, mais de cette séquence, on en parlera. Des infirmières qui essayaient de transmettre leur tragédie, leur malaise, et en face d'eux, un comptable sans âme. Il dit non, moi je veux. Un comptable sans âme, le mot est dur quand même. Oui, Lionel Jospin, 2002, face au petit Lu, mais on en reparlera peut-être. On verra quand on aura l'image. C'était aussi un homme qui était du haut de. Mais ce que ça dit, et ce que j'ai vu moi hier soir chez François Fillon et qui est quand même assez étonnant. Alors oui, c'est un homme qui ne parle qu'à son camp désormais, pour essayer de sécuriser
ces fameux 18-20% et avoir L'idée, une c'est d'être au chance. deuxième tour, Mais, bien bah, évidemment. l'idée, c'est bah oui, D'exister. il lui reste ça, François Fillon. C'est-à-dire, il lui reste d'être une Et victime vous pensez que de ça fait écho l'acharnement de dans la la gauche, du population, pouvoir, etc. au-delà du et de la plan presse. Fillon? Ça fait écho ou pas? Moi, je ne crois pas. Mais en revanche, je pense qu'il y a eu un public à la primaire qui a considéré que François Fillon portait le programme nécessaire pour le pays et qu'il était l'homme pour le porter. Il n'est plus l'homme pour le porter, mais il y a une partie de cet électorat qui considère que ce programme doit être porté. Comme ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, eh ben ce sera lui, tant pis, par défaut. Avec une réserve par rapport à tout ce qu'on dit quand même aujourd'hui, c'est que la cristallisation ne s'est pas encore effectuée. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a encore un sondage qui est sorti ce matin qui montre que 4 Français sur 10 n'ont pas fait leur choix. Donc, moi, je suis beaucoup moins définitif sur les chances. Je ne parle pas de vous, mais je pense à Mustapha. Je veux dire, sur les chances de François Fillon de parvenir au second tour de cette présidentielle. Je crois qu'il y a encore des marges pour lui, que sa stratégie de communication, elle est contrainte, tout le monde l'a compris, par les événements. Et je crois qu'il n'a pas d'autre stratégie que celle qu'il est en train d'utiliser. Mais il reste encore de la marge pour qu'il puisse rebondir. On va vous produire un document, un élément pour bien comprendre peut-être la réaction de François Fillon hier dans l'émission de France Télévisions. Visiblement, il y a un match qui se joue à distance quand même avec le chef de l'État. Vous allez voir, il faut revenir à hier, milieu de matinée, et oui. Que faisait François Hollande, Il inaugurait. Mais il inaugurait quoi? Eh bien, regardez, c'est marqué sur le pupitre. La corruption est bien plus qu'un délit, c'est une menace contre la démocratie. La République exemplaire, ce n'est pas un pari sur l'infaillibilité humaine. Il y aura toujours des défaillances individuelles. La République exemplaire, c'est s'assurer que les fautes, les manquements, les faiblesses seront identifiés, révélés et sanctionnés. C'est clair, il attaque François Fillon, qui quelques heures plus tard lui répond. Et puis il se défend un tout petit peu, parce que c'est le quinquennat Cahuzac, Thévenoud, Bien sûr. Leroux. Mm. Donc pardon, mais la République exemplaire de François Hollande, c'est quand même une République qui a été marquée au sein même des gouvernements du pouvoir qu'il présidait par 3 scandales qui ont des proportions variées. Et nous qui sommes ont des dans proportions variées, l'image, mais qui sont je vous 3 le disais, démissions. vous avez vu ce qu'il y a écrit sur le pupitre. Il inaugurait quoi? Mais par contre, quand les historiens vont jeter un regard sur le quinquennat Hollande, qu'est-ce qu'ils vont retenir finalement? C'est cette loi sur la transparence. C'est la seule. Non mais Mustapha, je vous entends, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous venez d'entendre. Oui, bah oui. Si on veut, Si on veut comprendre peut-être une partie de ce que dit François Fillon... Christophe Moulin, vous vouliez dire que la journée a commencé Moi, je ne veux rien dire, je veux simplement sur des éléments. Par un bras de fer et par des messages qui ont été envoyés de l'Élysée et la réponse a été donnée par François Fillon. Moi, je crois que François Fillon il est dans le désespoir, il utilise toutes les cartouches qu'on lui donne. Quelqu'un lui a ramené... Il dit le PDF, alors que les réseaux sociaux disent qu'il n'y a pas de PDF de ce livre. Il y a un cabinet noir. Voici l'angle d'attaque pour élever un rideau de fumée. Moi, en fait, contrairement à... Ça vous choque pas, vous alors, je vous pose la question à tous les 4, ça vous choque pas que le président de la République est encore président de la République, effectivement, il le vit bien d'ailleurs, la fin de ce quinquennat, inaugure une instance anticorruption et plante, il n'y a pas d'autre mot, un des candidats. Ça, pour le coup, c'est de la com. C'est de la communication. Mais d'accord. Voilà, c'est ce que vous dites que... Bah, je sais pas, moi je veux rien, vous savez bien, mais bon, vous êtes des spécialistes, Oui, je ne suis pas. ça s'appelle, c'est de l'occupation de terrain. C'est un déplacement qui a été choisi avec une thématique choisie pour contrer effectivement à la fois François Fillon, et je rejoins complètement Laurent, c'est aussi faire du SAV sur son quinquennat qui n'a pas été aussi exemplaire. J'aime bien la et formule faire du SAV. Construire la suite, quoi, l'histoire qui restera. Son quinquennat n'a pas été exemplaire, évidemment, mais enfin, je veux dire, quels sont les quinquennats et quels sont les quinquennats ou les septennats qui ont été exemplaires? Souvenons-nous quand même des 2 septennats de François Mitterrand. Je crois que quand même la valse des affaires était extrêmement dynamique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais indéniablement,
il pourra toujours se targuer d'avoir pris les mesures vis-à-vis des cas que vous avez cités. Je pense à Jérôme Cahuzac, à Thévenoud, et puis encore plus récemment à Bruno Le Roux, d'avoir tout de suite coupé les branches. Enfin, en tout cas, coupé les branches assez rapidement. Il a mis du temps, mais il a fini par le faire. Et je vous rappelle il ne pouvait pas faire autrement. Que la loi sur la transparence, je veux dire, est et même le PNF d'ailleurs, à l'affaire de Jérôme Cahuzac. Donc, de ce point de vue-là, je veux dire, c'est à mettre à son crédit et il est tout à fait légitime qu'il communique là-dessus. Par contre, en effet, c'est le jour J, on peut se poser la question. On peut se poser la question de son intervention hier matin, sachant qu'il n'ignorait pas que François Fillon serait dans une émission politique. C'était marqué, vous avez raison, dans les programmes télé. C'était marqué dans les programmes télé, donc il y a clairement une stratégie de communication derrière ça. À un moment donné, on aurait pu imaginer que François Hollande reste inactif par rapport à la campagne présidentielle. On pourrait l'imaginer. Oui. Il est resté totalement inactif par rapport à la primaire de son propre camp. Par rapport à la primaire. Mais il se réveille effectivement. Que ce soit un président qui préside. Il y a une donne aussi qu'on a oubliée, c'est François Mitterrand, pardon, juste la mot. François Mitterrand, il est resté inactif sur la politique intérieure quand il a eu terminé son deuxième septennat. Il a porté des messages qui sont des messages de l'ordre de l'histoire, quand notamment il va au Parlement européen dire le nationalisme c'est la guerre, et qui sont restés comme des marques. Il a pris de la hauteur. François Hollande, encore une fois, il reste les doigts dans la politique, il a besoin de ça, et il est toujours dans le match, il a envie d'être dans le match. Il ne dit pas quelle est sa préférence, même si beaucoup de gens le pensent, mais en revanche, il dézingue tout le monde autour d'un éventuel candidat. Candidat, on ne va pas se cacher, c'est Macron. Il ne soutient pas Hamon, qui est quand même l'homme de son camp. Et puis, on peut dire qu'il fait campagne largement contre Fillon. Il l'a dit. François Hollande l'a dit qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir sur le plan politique d'empêcher l'accès du Front National au pouvoir. En plus, et quand on voit les critiques... Quelle formule. En plus, quand on voit les critiques qu'il avait adressées au programme économique de François Fillon, un programme brutal, un programme économiquement sauvage, donc on voit bien le positionnement. On voit bien que François Hollande ne voudrait ni de Fillon, ni de Marine Le Pen à l'Élysée. Alors, mes amis, dans cette soirée d'hier, on a vécu plein de moments forts. L'autre moment fort, bien sûr, est tout en images, tout en mots, tout en conviction. Écoutez. Tout d'un coup, 2 mois avant l'élection présidentielle, je deviens un personnage sulfureux. Pour tout dire, parce qu'au fond c'est la question que vous posez, corrompu. Pas forcément. Non, mais c'est l'image qui aime l'argent, c'est la question que je vous posais. C'est l'image qui a été véhiculée depuis des jours et des jours par la presse sans aucune mesure. Et c'est une image, je vais vous dire, qui évidemment me blesse, dans laquelle je ne me reconnais pas, et qui m'a fait souvent penser à Pierre Bérégovoy. Parce que vous avez été tenté souvent penser à Pierre Bérégovoy, de mettre fin à vos jours. En tout cas, j'ai compris pourquoi on pouvait être amené à cette extrémité quand tout d'un coup, l'image qui est donnée de vous est une image qui est le contraire de ce que vous êtes, en tout cas de ce que vous croyez être. Laurent Bazin. C'est la dernière partie de la phrase moi, que je trouve saisissante. Mais là, je vais faire de la psychologie contraire. Le contraire de ce que vous êtes, ou en tout cas de ce que vous croyez être. C'est terrible. C'est Lionel Jospin, dont je parlais tout à l'heure. Je ne fais pas de comparaison. Redescend d'un avion où il vient de dire à des journalistes qu'il trouvait Jacques Chirac vieilli, usé, fatigué. Et il va s'expliquer sur un plateau de télévision, c'était France 3 à l'époque, et il dit ça n'est pas moi. C'est du Derrida, donc là on est dans la philosophie. Je sais que plutôt ici même sur LCI, vous avez reçu Raphaël Enthoven, et donc vous avez droit déjà à de la philosophie, mais c'est stupéfiant. Donc de 2 choses l'une. Soit effectivement... Vous vous souvenez quand même de la formule de François Fillon, cher Laurent, en disant ma vérité est la vérité. On n'est pas loin. Oui. Et je me souviens d'une formule de Claude Guéant qui disait qu'en politique, la vérité d'un jour n'était pas forcément celle du lendemain. Bon. Donc sur la vérité, on sait que c'est fluctuant en politique. Moi, ce qui me frappe vraiment, c'est la puissance soit de la conviction. Moi, je pense qu'il est convaincu que c'est injuste, et je crois que c'est pour ça qu'il est toujours là. Et la deuxième chose, si on veut le voir autrement, mais je laisse le choix, c'est la puissance du déni, parce qu'il continue à penser, malgré tout, que ce qu'il a fait ne pose pas de problème. Et alors, en termes ou en tout cas, ne doit pas l'empêcher d'accéder à l'Élysée. Reprendre Bérégovoy. Alors, il y a reprendre Bérégovoy et il y a reprendre tous ces mots corrompus, des mots, le soufre sur sa personne. C'est incroyable en termes de communication parce que normalement. Parce qu'on se souvient quand même pour Pierre Bérégovoy d'une prise de parole retentissante de François Mitterrand sur la meute et les chiens qui sont lâchés. Oui. On n'en est pas loin. Il fait référence à une histoire par-ci, évidemment, encore une fois, pour cet effet blast, quoi. C'est vraiment saisir l'opinion et jouer de cet effet de saisissement. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que
C'est un petit peu psychanalytique. Je crois que ça nous dépasse un peu. C'est pour ça que c'est un peu surréaliste. C'est pour ça aussi qu'il y a une On a image l'impression que, idéale. et notamment autour de ce plateau, que l'on découvre, entre guillemets, François Fillon. Mais Les pas Français, je qu'il crois, y ont a- découvert, en tout cas les C'est pas Français qu'on ont découvre, découvert de c'est François Fillon des qu'on a- choses qu'ils On a n'imaginaient pas. l'impression que François Fillon se découvre lui-même, parce que, rappelez-vous, il y avait une phrase tout à l'heure dans l'émission et à laquelle on n'a pas beaucoup fait référence, parce qu'il y avait tellement de grosses explosions ailleurs que ça s'est passé presque L'effet inaperçu. blast. Et quand il a fait parler des costumes, il dit, moi je m'habille chez Arnis et tout ça. Et il y a beaucoup d'hommes politiques qui s'habillaient chez Arnis. Il a cité François Mitterrand. À un moment donné, il a dit, et je ne crois pas qu'il s'est fait payer, qu'il a payé lui-même ses costumes. Donc pour lui, c'était naturel. François Mitterrand, ce n'était pas un costume, c'était un chapeau. Hein, Ouais, c'est ça, ouais, dans l'histoire. c'était naturel qu'un homme politique. Offert par Pierre Berger. Mais justement, alors pour lui, dans sa tête, c'était Et naturel. racheté aux enchères il y a peu de temps Non, par mais François Hollande. c'est très important, C'était naturel dans très sa tête. intéressant. C'était naturel dans sa tête de se faire offrir, de se donner des cadeaux de costumes. Et quand on lui dit, mais ça peut poser un problème de conflit d'intérêts, de corruption, tout ça, il a l'air de découvrir ça. Merci de la transition. Je vais vous laisser parler, vous allez voir, puisque nous sommes là pour décortiquer l'image, le son, avec des commentaires. Et puis en parlant de commentaires, on va parler d'un pourquoi, d'ailleurs, dans quelques instants. Pourquoi France 2 a fait ça hier avec le cas de Ango. Mais avant, et pour laisser la parole après à Moustapha Tossa, on parle de costumes. Alors, ça va détendre peut-être l'atmosphère. Pour les costumes, il y a eu ça. J'ai fait une erreur de jugement. Et donc, ces costumes, je les ai rendus. Vous les Je avez les ai rendus. rendus à celui qui me les a offerts, tout en lui conservant mon affection. C'était une erreur. Vous les aviez portés? Oui, je les avais portés. Oui, je les avais portés. Oui, je vous dis la vérité. Voilà. Et ça ne m'a pas empêché de les rendre. Ce sont les Mais deux seuls je veux- costumes que vous aviez reçus? Il y en avait 3. Alors déjà, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Alors on est quand même sur la petite partie remboursée quand l'affaire Pénélope Fillon sort dans les médias. On n'est pas sur l'autre Vous vous partie. rendez compte qu'on est à 4 semaines Ouais. du premier tour de la C'est ça présidentielle. qui C'est ça. est incroyable. Et là, on en est à j'ai porté les costumes, je les ai rendus, donc on est chez Mais le François fripier. Fillon n'est pas seul en cause quand je dis ça. hein. C'est-à-dire Quand je vous dis, vous vous rendez compte qu'on est à 4 Ouais. semaines du premier tour de la présidentielle, il n'y a pas que François Fillon qui est en cause. Il y a cette focalisation permanente sur l'unique sujet qui nous intéresse, qui intéresse les médias, qui intéresse les politiques aussi parce qu'ils s'en sont saisis, qui intéresse la campagne de Fillon qui a décidé de devenir non plus une campagne proactive vers les Français sur le programme qu'il avait fait élire à la primaire, mais une campagne de crise, il y a une communication de crise. On est à 4 semaines du premier tour de la présidentielle. Puis cette séquence, Enfin, cette c'est séquence, elle est inouï, mo- quoi. cette séquence, elle est mortelle. C'est quand le Même le non, public rit. oui, Même son camp, vous avez vu les visages Oui, mais derrière rit je de regrette. son humour, de Je regrette- je sa regrette. vérité. Je regrette de l'avoir fait, d'avoir accepté et je les ai rendus, je les ai utilisés. Mais cette séquence, elle est mortelle. Je ne crois pas Faut qu'il puisse- avouer, je ne- à moitié Contrairement pardonné. à ce que dit notre ami, je En termes crois pas- judiciaires, ça ne changera rien, autant vous le dire, qu'il ait mais en rendu termes- ou en pas les termes- en costumes. termes politiques, je ne crois pas qu'il puisse se relever de telles séquences. Parce que ça vous tue un homme politique. L'image, vous la sentez, vous la voyez désastreuse. Oui, Non, mais son problème, on le voit depuis maintenant 1 mois et demi, c'est qu'il court après sa communication. C'est que les erreurs de com qui sont fondatrices aujourd'hui de la crise dans laquelle il se retrouve, je veux dire, ne cessent de le poursuivre. Il n'a pas été assez rapide, il n'a pas été assez transparent, il n'a pas fait preuve d'empathie. Il a promis Donc qu'il sortirait aujourd'hui, s'il était mis en et examen. voilà, sur un donc plateau il y a de le fonds de télévision. marque qu'il a vendu pendant la primaire, qui aujourd'hui est contredit par les faits. Tout ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que je crois quand même, c'est que dans le pays, il y a aussi à un moment donné un contexte politique qui joue. Il y a dans son propre camp des gens qui souhaitent une alternance à droite et qu'il peut encore remobiliser. Il y a encore une marge pour pouvoir C'est remobiliser. vrai. Ça, c'est la réalité L'analyse politique. politique, On c'est n'est évident. que dans la communication pour l'instant. On ne cesse de disséquer des stratégies de communication. Il y a aussi des réalités politiques. Et les réalités politiques, c'est des réalités sociales, c'est des réalités socio-économiques et c'est des réalités Et idéologiques. vous pensez que ces réalités, Non, mais on l'a- Et vous pensez que ces réalités vont ressurgir et qu'on n'oublie pas quand même que la dans France l'urne et la France historiquement est le pays qui a créé la droite et la gauche. Et je crois que C'est on va voir si justement la ce qu'expliquait François Fillon. et voilà, ben je pense que ça peut peut-être jouer. Surtout quand- Voilà. Et ça se jouera dans l'isoloir, selon vous. Ben, ça se jouera dans l'isoloir. Puisque Mais dans la campagne, encore c'est une pas fois- possible. Encore une fois, j'entendais ce matin en arrivant ici, 4 Français sur 10 n'ont pas fait leur choix. Donc ça veut dire que la cristallisation à 1 mois de l'élection présidentielle, elle n'est pas Ce qui est effectuée. historiquement Il y a une, tardif. il y a une immense volatilité. D'ailleurs, toutes les élections montrent que la volatilité aujourd'hui est un phénomène, une propriété caractéristique des élections. Et donc, la volatilité dans cette élection, elle est encore plus forte que dans Alors, les si vous élections me permettez, que François on va- Fillon ne peut pas Et gagner il joue avec là-dessus. une communication, en Alors, réduisant sa campagne à de la communication de crise, Si c'est-à-dire vous- en allumant des bombes Mais- chez les autres. oui, mais Voilà le ce que je pense. Ah, bah, Et voilà, bien sûr. nos Ça deux n'a points de jamais vue sont là. fonctionné. Ouais. Ça n'a jamais fonctionné. Si cette vous sortie me de feu. permettez, nous allons sortir du plateau de France Télévisions quelques instants. Nous allons partir sur le terrain, puisque la campagne se fait sur le terrain.
Vous en parliez, Moustapha Tossa et Laurent Bazin tout à l'heure, les infirmières, les fameuses infirmières. Parce que hier encore, dans cette journée d'hier, il y avait un déplacement de François Fillon. Regardez cette séquence. Bonjour, je suis désolé, je suis en retard. Bonjour. Vous voulez augmenter le temps de travail à 39 heures. Vous vous imaginez la pénibilité de notre travail? Si on veut que les fonctionnaires, les employés du secteur public aient des augmentations de salaire, dans un contexte financier comme celui-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de proposer une augmentation du temps de travail. Non, c'est pas possible. L'épuisement déjà en travaillant de nuit. Je pense simplement que partout autour de nous, on est à 39 heures. Voilà. Il faut... Que je fasse de la dette supplémentaire. Pas de dette. Bah oui, mais si, c'est ça aujourd'hui. Dette, nous, La moitié quasiment de c'est notre vous qui budget, il est en gérez, dette. mais nous, on a besoin du personnel parce que nous travaillons avec les humains. Il faut trouver Voilà. un compromis, donc plus de personnel, mais aussi, Plus de aussi personnel. un peu plus d'heures travaillées. Laurent Bazin. Il est déjà, François Fillon, en train de négocier avec les syndicats au lendemain de son élection. Mais il faut faire un compromis. Vous voulez que je fasse Grenelle une dette 3. supplémentaire? Ça, on le balance au type de la CGT, de la CFDT ou de FO qui est en face. Pas de nous. d'empathie avec le Et voilà. personnel. Surtout Ça, là, voilà. on a- Mais non, mais la première on a le base- mot humain qui ressort, en là. plus, la communication, puisqu'on parle de communication ici, Et l'image. et notamment la communication de crise, puisque la campagne de François Fillon, malgré lui, est devenue une campagne de communication de crise. Et avec lui, puisque c'est le conseil visiblement qu'on lui donne, ou c'est en tout cas celui qu'il s'applique. La première chose en communication de crise, c'est l'empathie. L'empathie. Il était, Voilà, c'est il simple. était raide hier, raide devant des drames humains, devant des souffrances humaines. Cette séquence dans l'émission de France 2, cette séquence est destinée à faire voir le candidat d'un bonjour. Ça réchauffe. Voilà, C'est le moment d'un qui bonjour réchauffe. social. Même ça, il l'a raté. Même ça, il a été raté parce qu'on sentait justement François Fillon, comme dit Laurent Bazin, déjà en train, dans une posture de négociateur avec la CGT. On lui a dit que la plupart c'était des CGT, mais il était déjà en train de négocier. Il n'y avait pas d'empathie. Et ça, c'est parmi aussi les choses qui... C'est-à-dire qu'il ne s'est pas ouvert à ce qui se passait autour de lui. Oui, puis On rajoute à ça les 500, un demi-million de fonctionnaires qui s'apprêtent à enlever. Donc ça tue son image et sa posture. on est dans l'ère de la démocratie compassionnelle. Effectivement, le premier acte à faire, c'est à chaque fois un acte de contrition, c'est s'excuser. On se souvient c'est d'une faire séquence, preuve pardon, je vous d'empathie. coupe rapidement avec Marine Le Pen, dans une chocolaterie, c'était pas mieux. Je ne défends pas François Fillon, ça veut dire que ça manquait à nouveau d'empathie. Oui, Ça manque d'empathie. ça manque restera. d'empathie, mais là, on est sur des aides-soignantes, on est sur des infirmières, elles de parlent d'humain souffrance. et de souffrance, et donc ça a une notion qui, enfin, c'est beaucoup plus fort en C'est fait une en maison termes de de, retraite. de C'est encore plus fort que ça. fait, Une voilà. maison de Sauf retraite. qu'encore une Ce sont des fois- gens qui s'occupent de nos anciens. Sauf Ce sont qu'encore- des gens qui sont, juste d'un mot, Ouais. pardon, qui sont effectivement en souffrance. Encore une fois, François Fillon n'est pas le premier. Vous avez cité Marine Le Pen. J'ai cité tout à l'heure Lionel Jospin. Quand Lionel Jospin arrive face au petit Lu à Évry, accompagné de Manuel Valls à l'époque, qui est le maire d'Évry, qui est son ancien conseiller en communication. Il arrive et on lui dit c'est pas possible, il faut nous aider, etc. Et il répond, Lu s'apprête à fermer ses usines, une usine en tout cas. Et il répond l'État ne peut pas tout. Eh bien là, quand il dit vous voulez que je fasse de la dette, ça vaut l'État ne peut pas tout de Jospin, qui avait été dévastateur pour la campagne de Jospin parce qu'il avait montré sa distance avec le pignon. Alors, mis à part et que avec cette la- séquence, il faut arriver dans une émission comme celle-là pour pouvoir la revoir et l'analyser, et on le fait depuis le début de l'émission, on parle du reste du décorum et du bruit. Sauf qu'encore Du une fois, blast. je ne veux pas me faire l'avocat du diable, j'ai l'impression de le faire un peu Pas le pourtant, mais Vous avez le droit de tout faire je dans cette crois, émission. je crois réellement que là, pour le coup, il est cohérent avec le fonds de marque qu'il a vendu pendant Ah oui, la avec son primaire. programme, bien évidemment, C'est-à-dire, et avec la programme. Donc, Oui. aujourd'hui, l'image que se construit François Fillon, c'est l'homme qui ne cède pas. Le Et c'est résistant. le résistant. Enfin, appelez ça Il comme ne vous cède voulez. pas face aux L'homme- attaques, à la l'homme qui ne cède calomnie, pas. mais également Et donc, pour c'est défendre cette son programme. stratégie qu'il a décidé de décliner en faillite. jusqu'au bout Mais c'est et le- dont il pense qu'elle va lui permettre de sauter justement ce premier tour qui lui À permettra d'être... C'est-à-dire l'homme Commencer du par non-compromis. À condition Vraiment, de commencer par l'empathie quand on a affaire à des aides-soignants. Et puis surtout, c'est une stratégie Mais oui, qui vous avez est très raison. court-termiste, parce que effectivement, c'est pour le second tour. Mais rassembler par la suite pour remporter la victoire et même après continuer à gouverner. Non, mais parce qu'il pense si- pense qu'au second tour, il sera face à Marine Le Pen et que là, en l'occurrence, il Bien devrait, sûr, il devrait mais l'emporter. pensons aux traces C'est le après c'est le aussi, pari qu'il indélébiles fait. qui vont marquer un quinquennat s'il était amené à gouverner la France. Alors, du terrain et de la compassion, on va revenir au plateau de France Télévisions hier. On vous en a parlé, bien sûr. Il est arrivé un truc de dingue dans cette soirée. C'est même surréaliste, choquant d'ailleurs, pour une émission qui, normalement, doit parler de politique
et expliquer aux Français pourquoi ils vont voter dans moins de 30 jours. Hier, sur le plateau, et ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, il y avait le choix d'un invité. On se demande un peu pourquoi, d'ailleurs, puisque nous avions avec Marine Le Pen, dans cette même émission, quelque temps avant, un choix discutable, Patrick Buisson, pour lui poser des questions. Eh bien, hier, vis-à-vis de François Fillon, juste en face, il y avait ça. Vous osez me traiter de malhonnête comme oui, je ça vous traite de malhonnête. Ben moi, alors, vous savez madame, pourquoi madame, Parce que vous savez ce que c'est le pompon de toute cette histoire. C'est le coup de Bérégovoy que vous nous avez fait tout à l'heure. Ça passe pas, monsieur. Pourquoi ça passe pas? Mais parce que là, il y a tous ces fans qui, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais le coup de Bérégovoy, monsieur, ça choque les gens. Ma question, si j'en ai une, elle est la suivante. Est-ce que vous nous faites un chantage au suicide? J'ai pas dit ça, madame. Vous ne pouvez pas comprendre que je puisse être blessé par des accusations qui sont des accusations mensongères. Oh, c'est triste. Oh, vous me faites de la peine. Regardez, voilà. Ben moi, vous m'en faites pas. Il est blessé? Non, s'il vous plaît, c'est un débat ici. C'est une enceinte où on débat tranquillement. Le coiffeur de François Hollande, ça vous a pas choqué, naturellement. Écoutez, Ça ne vous a pas choqué. Sinango, vous avez quelque chose à ajouter? non, c'est bon, là, ça va. Ça m'intéresse pas. Je crois que ça suffit aussi. Voilà, et après, elle quitte le plateau. La forme, le fond, votre avis? Oui, moi, Là, on est vraiment sur la forme. Je crois que je l'ai déjà dit ici. La politique à la télévision, ça reste de la télévision. Et l'agressivité en télévision, ça ne passe pas. Donc, Christine Angot aurait dit la même chose de manière très calme. Je pense qu'elle aurait pulvérisé, mais vraiment, François Fillon. Là, c'est dit de manière agressive, c'est porté par l'émotion. J'ai envie de Et du coup, ça dire sature l'antenne. que France 2 savait qu'en invitant Christine Angot, Mais bien on sûr. arriverait à ça. Mais bien Et est-ce sûr. que ça a la place dans une émission de politique? C'est Guy Debord et la Société Exactement. du spectacle, ni plus. Moi, elle me fait penser, vous savez, aux tricoteuses qui, pendant la Révolution française, écoutaient les procès de Marie-Antoinette et se réjouissaient, je vais dire, du réquisitoire du procureur Fouquetinville. C'est à peu près ça. C'est un épisode un peu misérable sur le plan télévisuel, mais qui fait le buzz et manifestement, je crois que c'était tout à fait volontaire de la part des organisateurs. Moi, je crois comme Anne-Claire, c'était beaucoup plus un déficit de forme que de fond. Parce qu'au fond, le discours du fond, c'est quoi? C'est qu'elle essaye, François Fillon lui essaie de lui opposer de la légalité. Alors qu'elle, elle parle de morale. Elle parle de comportement, elle parle de valeurs. Et donc, le fait qu'elle s'est laissée à cette agressivité qui a été surexposée sur la télévision a diminué. Pas surexposée, elle a été simplement relatée à la télévision, elle n'a pas été surexposée. Le fait de l'inviter, on savait pertinemment que ça allait se passer comme ça. Mais sur le fond, il n'a fait que parler. Mais le problème, c'est qu'à la télévision, cher Moustapha, vous le savez aussi bien que moi, il y a le fond et il y a la forme. Et là, la forme ne passe pas. Mais contrairement à ce qui a été écrit dans beaucoup, moi j'ai lu ce matin dans les réseaux sociaux, comme quoi cette mauvaise prestation de Christine Angot a rendu service à François Fillon. Je ne crois pas du tout, parce qu'elle l'a enfoncé avec elle. Elle l'a entraîné vers le fond. Parce que c'est une mauvaise séquence pour les deux. Fallait voir. Si on rajoute France Télévisions. Fallait voir François Fillon comment. C'est pas une très bonne séquence. D'une manière générale, c'est une séquence que moi je considère comme pas utile. Bon, ça je l'ai dit, donc c'est fait. La deuxième chose, c'est que Christine Angot, d'ailleurs, on le ressent elle-même, parce qu'elle dit ça suffit et qu'elle s'en va. Donc voilà, alors c'était pas sa place. Oui. Mais Fillon n'est pas sorti grandi de ça c'était non pas plus, le bon ton, donc ça ne va pas. Et est-ce que ça rajoute quelque chose à François Fillon? Dans la charge, non, parce que tout ça on l'a déjà entendu. Et en revanche, vis-à-vis de son camp, oui, puisque c'est l'acharnement de ceux qui viennent répéter toujours les mêmes arguments face à lui. Et vis-à-vis des Français, vis-à-vis de cette campagne qui est largement décriée, regardez la une de la presse encore aujourd'hui, où on dit que c'est une campagne poubelle, on est à la hauteur de caniveau, pour ne pas dire pire. Ça sert à quelque chose ou pas de faire ça? Pourquoi faire ça? J'ai dit inutile, donc j'ai dit. Monsieur le professeur Je pense que c'est tout à fait inutile également. Je trouve que c'est un coup de com' qu'ont fait les organisateurs, tout simplement. Ce qui prouve qu'aussi les journalistes font de la com' de temps à autre. Non, mais là, on parle comme des journalistes. Là, on va parler comme des journalistes. Bien sûr, c'est France 2 a fait un coup. Il a fait le buzz. Mais si nous, on avait la possibilité... Vous le ferez, vous, Moustapha? C'est-à-dire dans une campagne qui est critiquée, vilipendée, où les Français ne s'y retrouvent pas, où on ne parle pas de programme et de fond, ça sert à quelque chose de faire ça? C'est l'intérêt de créer
créer le débat, de créer des Mais étincelles. quel débat? Il n'y a pas de débat. Christophe, faut pas engueuler Mustapha. Il défend une autre position. Mais je ne m'engueule pas, je dis quel débat, je lui pose des questions. En général, c'est toujours l'inverse. Mais France 2, bon, peut-être ils ont senti qu'il fallait donner du piment à cette émission, il fallait la preuve, on en parle. Les émissions politiques, ça n'est jamais le bon si format. l'émission s'était passée normalement, naturellement, sans... Est-ce que vous auriez... Ça ne fonctionne jamais. Il y a d'ailleurs, pour ajouter un peu d'éléments, le score de cette émission, 3,3 millions. La dernière fois que François Fillon avait fait cette émission, c'était pendant la primaire. Elle avait d'ailleurs plutôt bien réussi, 2,2 millions. Il y a quand même une forme d'hypocrisie absolue dans cette affaire. C'est qu'un certain nombre de commentateurs ne cessent de considérer que cette campagne est au niveau du caniveau. Et en même temps, on sert sur un plateau une séquence qui suscite le voyeurisme le plus absolu et qui, d'une certaine façon, participe à cette spectacularisation du débat politique. Donc je crois quand même qu'il y a aussi une contradiction. Mais c'est ça, c'est le prix à payer quand on a été mis en examen et qu'on est resté dans la course quelque chose présidentielle. de très intéressant. Vous avez dit, ça met du piment. Moi, je pense qu'il faut utiliser les épices avec raison. Voilà. Sinon, là, on finit. Là, c'est trop épais. Pour continuer sur cette Là, c'est de la métaphore, si on continue à mettre trop de piment ou trop d'harissa, on finit par gâter le plat. Oui. On change de sujet. Tiens, mes amis, on va parler de trahison. Effectivement, ça change radicalement. On va parler de ralliement, ou les deux, comme vous voulez d'ailleurs. En tout cas, vous savez que c'est à partir d'aujourd'hui, comme l'avait décidé et dit le président Hollande, les ministres ont le droit de choisir leur candidat. À quel point d'ailleurs la parole de François Hollande est suivie, c'est que 2 l'ont déjà fait et de poids. Hier, Emmanuel Macron a pu compter sur le ralliement du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et vous allez voir qu'il y a joie et joie. Mais attention, le problème avec la joie, c'est que c'est pas du beurre en tartine, il faut pas vraiment trop l'étaler. On regarde et on en parle. Beaucoup de candidats de droite et de gauche ont un problème depuis plusieurs semaines, ce sont des défections. Nous avons à vos yeux un problème, ce sont des ralliements ou des soutiens. C'est beaucoup moins grave à gérer, donc il y a beaucoup de monde qui nous rejoint, vous inquiétez pas. Monsieur Hamon et son équipe parlent de ralliements inacceptables. Écoutez, j'ai pas de commentaire à faire, il leur appartient. On tient les gens pas par des disciplines, on tient par de la conviction et des projets. Alors voilà, ça c'est la séquence du vainqueur, de celui qui est heureux. Voici une autre séquence. Vous allez voir, on n'est pas dans la même ambiance. Le ministre de la Défense de votre camp qui ne vous soutient pas, c'est quand même un fait majeur de campagne. Vous voulez pas... Je suis là pour parler de politique de la Défense, pas du ministre de la Défense. Le jour où vous présentez vos positions sur la Défense, c'est... À gauche, parler de la Défense, c'est plus important. Non, vous croyez pas? Alors D'abord, ce que dit Emmanuel Macron, c'est très intéressant parce qu'il dit « j'ai des problèmes de riches ». C'est-à-dire tout ce qui correspond à ce qu'envoie Emmanuel Macron. Il a des problèmes de riches. C'est dingue aussi en termes de commentaires. C'est intéressant. Quant à Benoît Hamon, il a des problèmes de solitude et ça se voit à l'image. De plus en plus. Et avant, il y avait une formule, je n'ai pas ouvert une maison d'hôtes, Emmanuel Macron. Moi, je crois que ce genre de ralliement est de nature non pas à renforcer la stature et la posture d'Emmanuel Macron, puisque c'est la Hollandie qui se regroupe autour d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron va devenir à un moment ou à un autre comptable du bilan. Parce que lui, il veut rénover. Il a démissionné pour justement s'éloigner. Il faire oublier le fait qu'il a été ministre. Oui, mais là, un conseiller proche de Hollande, le ministre du gouvernement le plus proche de François Hollande, qui est Jean-Yves Le Drian, qui soutient Emmanuel Macron, ça c'est un coup dur pour le PS, pour le Parti Socialiste, bien sûr, il va falloir réfléchir à ça. Oui, ce matin, Benoît Hamon, d'ailleurs, sur Europe 1, parlait de trahison, de déception. Oui, enfin, c'est pas lui qui est le mieux placé pour parler de trahison et de déception, pour être très honnête. Parce qu'on parle d'un... Voilà, après, il a ses convictions, il a quitté le gouvernement par conviction. Il dit qu'on a essayé de le retenir très bien, il n'est pas resté, dont acte. Mais enfin, il a été l'animateur de la fronde contre le pouvoir en place, qui est quand même le pouvoir socialiste soutenu par le Parti socialiste. Il ne peut pas s'étonner que son camp soit divisé. C'est ça que je veux dire, juste factuellement, objectivement, il ne peut pas s'étonner qu'il y a des gens... Après, c'est vrai qu'on est là aussi pour parler d'image et de com, et en matière d'image, qu'on le veuille ou non, entre les deux séquences que vous avez pu voir, c'est-à-dire
Emmanuel Macron totalement entouré. C'est le riche et bourgeois. le pauvre, ce feuilleton qu'on regardait quand on avait. Le Star System, 15 ans, la vedette. Et, À ceci près qu'Emmanuel Macron va avoir un problème, c'est que jusqu'à maintenant, il arriverait à alterner droite et gauche pour ce qui était des soutiens. Là, on voit qu'il y a un afflux massif du côté gauche. Il va jouer cette stratégie-là. Je pense que ça va se régler au second tour s'il est second. Voire au troisième quand on va parler de législative, parce que bien évidemment, derrière tout ça, il y a ce fameux troisième tour. Quelle majorité aura le président si jamais il y a quelques soutiens à droite qui arrivent. Justement, un des points positifs de François Fillon hier dans son émission, c'est quand il a pointé la contradiction, la difficulté à faire une synthèse entre Alain Madelin et Robert Hue et avoir une majorité de ces députés Internet dont il a parlé. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Allez, autre séquence, parce qu'on aime, vous le savez, l'image, le son, la communication. Et Laurent, ça va vous rappeler quelque chose. Emmanuel Macron, c'est, on est d'accord, l'homme de l'argent, disent ses détracteurs, l'homme du système, l'homme des banques. Mais surtout, vous avez oublié quelque chose. Emmanuel Macron, c'est l'étudiant, celui qui est monté seul à la capitale. J'ai vécu quand j'étais... à un moment donné, adolescent, avec environ 1 000 euros par mois, oui. Quand j'ai quitté ma famille pour venir à Paris, dans des moments qui peuvent arriver dans la vie, où j'étais par votre famille à l'époque. Voilà, ça a duré 2 ans, parce que c'était des choix personnels et intimes sur lesquels je ne reviendrai pas. J'ai donné votre épouse à l'époque, votre actuelle épouse. Voilà, c'était des choix qui étaient hautes. Ouais. J'ai à ce moment-là vécu en donnant des cours particuliers pendant 2 ans, donc je sais ce que c'est, oui. Et alors? Ben, je sais ce que c'est que boucler une fin de mois difficile. Je sais ce que c'est qu'en effet, devoir chercher. Et encore, j'étais favorisé. J'étais à ce moment-là en classe prépa. Je pouvais donner des cours particuliers. Je pouvais faire des points. Donc je sais ce que c'est que des étudiants qui doivent se faire le McDo pour pouvoir vivre de leurs études, etc. Oui. Voilà, quand en plus ils ont la chance de faire leur McDo et ils n'ont pas 1 000 euros par mois. Moi, je crois qu'il nous joue la fable de Rastignac, le type de province qui arrive à Paris et qui séduit. Il préfère Julien Sorel. Il cite volontiers Julien Sorel dans la même émission sur Explicite. Il citait Julien Sorel, Le Rouge et le Noir. Ça, c'est pour faire oublier un petit peu les conditions favorables dont il a bénéficié depuis le début pour accéder à cette poste-là. Il a été. Et vous pensez que ça parle aux étudiants, ce genre de discours, 1 000 euros par mois? Je pense que c'est contre-productif vis-à-vis des étudiants. Il est un peu dans la même posture là que François Fillon, qui ne se rend pas compte que 5 000 euros pour un salaire d'assistant parlementaire, c'est beaucoup. C'est énorme pour la moyenne des Français. Et je pense qu'à un moment donné, ces séquences, qu'est-ce qu'elles illustrent? La coupure quand même qui existe entre une partie des élites et la société française. Donc je ne suis pas sûr que ça soit très rassurant de ce point de vue. Que de s'exprimer. Vous l'avez senti parce que on vous a vu, Laurent, vous étiez là, vous l'avez senti décalé. Est-ce qu'à un moment donné, ce côté rockstar, on en a parlé, on l'a vu, les images. Je l'ai senti pour la première fois, curieusement, sur cette séquence-là, ce qui m'a frappé, mais moi j'étais face à lui, donc c'est pas la même chose que ce que vous avez reçu de l'extérieur. C'est une forme de pudeur sur ce passage-là. C'est le moment où il quitte sa famille, effectivement, en province, pour monter à Paris, rejoindre la femme qu'il aime, qui est sa femme, qui est sa prof. Brigitte. Donc il a 16 ans. C'est un amour illicite, en vérité. Et donc sur ces amours illicites, il jette un voile pudique, là où, moi, ce qui m'a frappé, sur les photos de Paris Match, il autorise les photographes, autorise plus ou moins, c'est dealé, 4 fois à prendre des photos, enfin pour 2 d'entre elles, je le sais en tout cas, autorise, pour se débarrasser des autres paparazzis, autorise la publication à la une de Paris Match de photos avec son épouse. Et si on revient donc, au-delà de l'histoire d'amour aux 1 000 euros et à l'image que ça affiche, c'est désastreux, oui. Il y a une forme de déconnexion totale avec les Français. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça passe. C'est-à-dire que comme il a un petit peu une aura de rassembleur en ce moment, ça reste comme ça, flottant. Et puis finalement, il n'y a pas trop d'accroche là-dessus. Mais en plus, en prépa, je ne sais pas si... Pour avoir fait une prépa, je sais pas, on peut pas bosser en même temps que travailler en prépa, c'est impossible, quoi. Et il a de la chance, il n'a pas travaillé chez McDo. Voilà. Lui, de toute façon, Emmanuel Macron, il veut absolument faire peuple, il veut absolument faire quelqu'un qui est connecté avec la réalité populaire, mais on sent le côté factice de la chose, on le sent, on le touche. Merci beaucoup, c'était un plaisir de partager cette heure avec vous tous les 4 et avec vous qui nous regardez de plus en plus nombreux. On va se dire que c'est vendredi, bientôt le week-end, que la campagne continue, qu'il reste 30 jours pour voter et que tout se passera dans l'isoloir, le bulletin dans l'urne. Bon courage. C'était votre émission.